Bien, bonjour à tous et bienvenue. Donc, en tant que président d'Ecomos France, mais je suis évidemment particulièrement heureux de vous accueillir et d'ouvrir ce deuxième Ecomoment consacré à l'architecture bioclimatique et au rôle important que le patrimoine et le patrimoine vernaculaire en particulier et sa connaissance intime peut jouer dans celle-ci. On le constate donc tous les jours et ce ne doit surtout pas rester un constat. Nos anciens, confrontés à une existence moins facile et moins assistée, savaient observer la nature, les éléments, prendre en compte celle-ci et s'adapter. Et c'est une source d'informations précieuses. Cette thématique, vous le savez, s'inscrit totalement dans celle développée à la fois par ICOMOS International, mais aussi et surtout par ICOMOS France au travers du groupe de travail Climat et Patrimoine, qu'anime Anne Bourgès, à qui je vais passer la parole. Mais je suis heureux aussi de constater que cette formule de webinaire que nous avons initiée il y a une année, l'an passé, vous plaise et réponde à vos attentes puisque vous êtes 250 à être en ligne ce soir. C'est pas mal. Merci et bonne discussion et je vous écoute. À vous, Anne. Mais bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Eric, pour cette introduction à cette soirée, à ce petit moment sur l'architecture bioclimatique. Donc, bienvenue à tous. Je vais revenir un tout petit peu pour une introduction sur l'histoire du groupe de travail climat et patrimoine au sein d'ICOMOS France, justement, donc, qui est un peu à l'origine aujourd'hui de cette soirée. Donc, ce groupe de travail au sein d'ICOMOS France a été fondé en 2021 à l'initiative de notre président à cette époque, qui était Jean-François Lagneau, architecte en chef des monuments historiques, pour apporter une réponse et des réflexions sur des questions, notamment de transition énergétique, qui émergeaient beaucoup sur le terrain, et en particulier celles liées, vous le savez tous, à la rénovation énergétique du bâti ancien. Donc, à ce moment-là, il nous a demandé, il m'a sollicité pour créer un groupe de travail au sein d'ICOMOS France que nous avons bâti ensemble autour plus largement des problématiques climatiques, donc pas seulement celles de la rénovation énergétique, mais on va parler plutôt des interactions au final entre le patrimoine et le changement climatique, aussi bien en termes d'impact de ce changement climatique sur le patrimoine que des réponses et des solutions que ce patrimoine peut aussi apporter dans ce nouveau paradigme. Aujourd'hui, le groupe de travail se constitue d'une cinquantaine de membres de tous horizons, architectes, ingénieurs, historiens, gestionnaires de biens, urbanistes, diagnostiqueurs et scientifiques. Donc, se partage cette réflexion au sein du groupe autour de trois axes qui sont plutôt trois échelles de travail, qui sont celles des paysages culturels, du centre urbain et celle du bâti. Donc, toutes ces échelles ayant des questions spécifiques, mais au final, toutes ces échelles n'en font qu'une, parce que notre patrimoine est un tout, il est pluriel, et la force de notre groupe, c'est aussi de prendre du recul sur ces échelles-là et de décorréler justement ce travail en silo et d'arriver à aborder toutes ces échelles de manière simultanée. Alors, c'est ce qui nous a mené au thème de ce soir, d'ailleurs, et de cette thématique que nous développons ensemble, autour d'un travail qu'on avait effectué sur un travail de recherche sur le bâti lui-même, et où il était clairement apparu que le patrimoine est une ressource extrêmement riche de solutions face à des climats qui sont parfois extrêmes, pour apporter des solutions notamment de confort. Donc, c'est le thème de cette soirée qui s'avère passionnante, où vous êtes nombreux à vous être inscrits et à vous connecter. Cette soirée va s'organiser autour de quatre présentations qui vont vraiment montrer la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité qui est nécessaire pour aborder d'ailleurs ce sujet du climat et notamment de l'architecture bioclimatique, avec notamment une présentation par une historienne d'art, deux architectes du patrimoine et enfin un ingénieur montrant ses pratiques et les solutions mises en œuvre dans l'architecture d'aujourd'hui. Alors, avant de se lancer dans cette grande soirée et de voyager ensemble dans nos patrimoines vernaculaires, il y a quelques petites informations de fonctionnement qu'il faudra suivre, notamment de bien couper vos micros parce que nous sommes nombreux et des petites interventions inopportunes ne seraient pas souhaitables durant les présentations en tout cas.
Donc, de couper bien vos micros. Vous pouvez également poser vos questions. On vous y invite dans le chat, donc, qui est la boîte de texte que vous pouvez ouvrir via le logiciel Zoom. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau et au fil des présentations. Et nous aurons à la fin des 4 présentations une session où nous prendrons les questions et nous pourrons même vous donner la parole pour poser vous-même vos questions aux intervenants. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole, vous pouvez nous l'indiquer aussi dans le chat, ne souhaite pas prendre la parole et on posera à ce moment-là nous-mêmes la question aux intervenants. Donc n'hésitez pas, on suit ce dialogue. Sans plus attendre, donc, nous allons commencer cette présentation avec la première présentation de Colline Janon. Donc, Colline Janon qui a fait 2 années de master à l'École du Louvre, avec 2 mémoires sur lesquels elle va s'appuyer ce soir pour faire cette présentation. Colline a débuté son activité de guide conférencière indépendante en septembre 2024, donc assez fraîchement. Elle va donner une conférence aussi au printemps 2025 sur le patrimoine troglodytique avec le CAE d'Indre-et-Loire. Donc, si vous êtes intéressé pour la contacter, n'hésitez pas aussi suite à cette soirée. Donc, Colline va nous présenter ses recherches sur l'acclimatation du bâti vernaculaire aux fortes chaleurs dans le sud de la France et sur l'habitat aussi troglodytique. Donc, je laisse la parole et l'écran à Colline. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne pour cette présentation et bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir. Je remercie vraiment chaleureusement ICOMOS pour l'invitation et je vais donc vous partager mon écran pour commencer cette présentation. Alors voilà, est-ce que c'est tout bon? Vous voyez bien? Ok, superbe, parfait. Alors je vais juste voir si je peux vous mettre en plus petit. Voilà, superbe. Hop. Alors, donc effectivement, comme Anne l'a très bien dit, j'ai travaillé sur donc 2 mémoires de recherche autour du bâti ancien et du patrimoine troglodyte. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de mes recherches, de ce que j'ai pu retrouver. Et ce qui me semble très intéressant, et je suis honorée d'être là, c'est vraiment de vous apporter aussi mon point de vue d'historienne de l'art et de valoriser dans cette réflexion sur l'architecture bioclimatique la pluridisciplinarité et différents domaines qui entrent en jeu. Alors, hop. Donc, ce qui me semble intéressant de voir comme axe d'étude ce soir avec vous, c'est comment est-ce que ce bâti ancien et ce patrimoine troglodytique vont nous donner une leçon d'architecture bioclimatique, en quoi est-ce qu'ils sont inspirants et en quoi leur stratégie de bon sens et leurs caractéristiques peuvent vraiment nous inspirer aujourd'hui à l'heure du dérèglement climatique. Donc, dans le cadre de mon mémoire sur l'architecture vernaculaire du sud de la France, je me suis attachée à essayer de concevoir une sorte d'inventaire de ces stratégies de bon sens et de ces différents éléments du bâti qui permettent de créer le confort et de lutter notamment contre la chaleur. Alors, concernant le plan de ma présentation, je vais d'abord commencer par une petite introduction, puis j'aborderai ensuite avec vous 4 axes thématiques. D'abord la végétation et l'eau, puis les propriétés thermiques des matériaux, ensuite quelques dispositifs de ventilation que j'ai pu observer, et enfin la question des troglodytes et de leur rapport au climat, et je terminerai par une courte ouverture. Alors, en guise d'introduction, simplement vous raconter un peu que moi, voilà, je ne connaissais rien de l'architecture et encore moins de l'architecture bioclimatique. Et donc, je suis arrivée dans ce domaine qui m'a particulièrement passionnée. À l'École du Louvre, c'est quelque chose qui ne se faisait absolument pas. On n'avait pas encore de mémoire qui avait travaillé sur ces sujets. Et j'étais ravie de le faire puisque ça résonne bien sûr avec mes convictions profondes et mon goût pour l'écologie. Et ce qui m'a marqué, c'est de me rappeler tout simplement un élément simple qui est que l'architecture, finalement, elle naît du climat, elle naît de notre besoin véritablement de nous protéger du climat extérieur et de créer au sein de nos foyers une sorte d'Éden climatique, comme le dit Philippe Rame, c'est-à-dire un climat qui est confortable pour nous et qui nous permet de vivre dans un certain confort. Donc ça, c'est vraiment le premier point par lequel je suis partie et j'ai commencé mes recherches et je me suis vraiment intéressée à ces stratégies du bâti ancien, donc à la fois dans la région Occitanie et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et concernant le troglodytisme, je me suis intéressée, attachée à raconter l'histoire de ce patrimoine qui est encore méconnu et
à comprendre en quoi il est à la fois très attractif et en même temps, on a des réticences par rapport à ce patrimoine qui apparaît encore beaucoup comme un patrimoine à risque. Je reviendrai bien sûr sur ces éléments. Alors, pour commencer sur ce premier axe, la végétation et l'eau, bien sûr, ce qui est intéressant dans l'architecture bioclimatique, c'est sa capacité à s'adapter aux éléments extérieurs, aux éléments naturels, et à essayer d'en tirer parti, plutôt que d'essayer de lutter contre, de vraiment voir comment est-ce que l'architecture peut être autonome et tirer profit de ces éléments naturels. Dans le sud de la France, bien sûr, on a des températures extrêmement élevées en été avec des fortes canicules et puis un hiver beaucoup plus froid. Donc la végétation va avoir un rôle central à jouer. Par exemple, dans les jardins, on va planter des arbres à feuilles caduques pour qu'ils puissent produire de l'ombre en été et lorsqu'ils perdent leurs feuilles en hiver, permettre de laisser passer l'air et la chaleur. On va installer aussi des treilles végétales qui sont directement sur les terrasses, qui permettent aussi d'apporter de la fraîcheur au bâti. Bien sûr, on va implanter, orienter le bâti en fonction du rayonnement solaire. Et puis, on va aussi pouvoir implanter, et chose assez intéressante sur laquelle je me suis penchée, des haies. Et des haies brise-vent notamment, qui portent bien leur nom, puisqu'elles permettent en effet de venir et bien, filtrer l'air et notamment les forts vents du sud. Mais elles ont également un rôle d'écosystème et un rôle de drainage de l'eau dans le sol. Et en effet, c'est particulièrement précieux pour l'agriculture, puisque ça permet de pérenniser ces écosystèmes et de bien drainer les sols, ce qui se perd un petit peu aujourd'hui, puisque les haies bocagères, on en trouve beaucoup moins en raison de notre agriculture intensive, puisqu'il faut laisser la place pour les gros engins comme eh bien, les tracteurs ou les moissonneuses. Et donc, on supprime ces petites haies et on a des sols qui vont s'assécher beaucoup plus rapidement. Ensuite, on va aussi avoir ici un élément qui me semblait intéressant, qui sont les muraillères du village de Gordes, donc dans le Vaucluse. Ce sont en fait des sortes de petites murailles, comme leur nom l'indique, qui sont construites en pierre sèche et sur lesquelles vont pousser de la végétation, qui permettent également de ne pas utiliser de mortier, donc de dépenser moins d'eau, une eau rare et précieuse dans le sud, et de là aussi venir séparer les espaces, faire tampon par rapport au vent et bien apporter ces vertus que j'évoquais. Au niveau de l'eau, bien sûr, c'est un enjeu très important dans le sud de pouvoir amener l'eau jusqu'au bâti. Et pour cela, on va devoir construire notamment des fontaines qui sont emblématiques de ces villages du sud, qui ont à la fois, qui permettent à la fois aux habitants de venir laver leur linge, mais aussi de s'approvisionner en eau. Ça crée une véritable sociabilité autour des points d'eau. Et je vous ai mis par exemple l'exemple de Rougier, un petit village dans le Var, qui possède carrément ce qu'on appelle un quartier fontaine, où il va y avoir plusieurs fontaines qui vont être implantées à cet endroit-là. Et ça me paraît intéressant de parler de cet accès à l'eau, puisque aujourd'hui, de plus en plus, notre eau potable est polluée, et donc on a un accès à l'eau qui est plus inégalitaire. On va aussi avoir eh bien, des aberrations parfois dans le sud de la France, avec des golfs qui sont abondamment arrosés d'eau, là où les locaux vont devoir eh bien, mettre en place des restrictions d'eau en raison de cette sécheresse croissante. Je vous ai aussi mis une photographie d'un éguier à Saint-Saturnin-les-Aptes, puisqu'il y a également l'implantation de citernes dans ce bâti ancien, qui permet de récolter les eaux de pluie notamment, et qui permet d'avoir un point d'eau en abondance à pouvoir, qui permet effectivement de pallier parfois au manque d'eau. Et on a aussi parfois des glacières aussi qui peuvent être installées dans ces villages du sud. J'en viens à mon deuxième point. Effectivement, les propriétés thermiques des matériaux sont également très importantes dans cette quête du confort, de choisir vraiment les bons matériaux qui vont naturellement pouvoir créer un confort dans l'habitat. Et pour cela, effectivement, il faut rechercher des matériaux respirants, des matériaux qui vont permettre à l'eau de s'évaporer des murs et de ne pas rester bloquée à l'intérieur, et qui vont avoir aussi une bonne inertie thermique, c'est-à-dire qu'ils vont restituer la chaleur lentement
et permettent ainsi de conserver un confort plus longtemps. Et notamment, en ce sens-là, il est important aussi que les sols soient faits également en matériaux respirants, ou bien que l'on ait, par exemple, la végétation qui arrive en bas du mur, et ce qui permet naturellement de rafraîchir le mur et donc de ne pas créer cet effet radiateur que, par exemple, produit le béton. Donc pour cela, ce que l'on peut faire, c'est par exemple appliquer des enduits sur les murs pour également les protéger et valoriser leurs propriétés respirantes. C'est le cas par exemple de l'enduit à la chaux qui peut être particulièrement intéressant puisque la chaux est un matériau naturellement fongicide et qui permet effectivement aux murs de mieux respirer et de conserver aussi une certaine fraîcheur. Je vous ai mis aussi une petite photographie d'un mur en damier, donc dans le Gers, à Saint-Michel. C'est une technique, ces murs en damier, assez spécifique du Gers, qu'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs. Et ici, ce sont des murs en terre crue, puisque la terre crue en elle-même n'est pas forcément un bon isolant, mais lorsqu'on y ajoute eh bien, des branchages ou de la paille, il va gagner en propriétés isolantes et allié au galets ça permet d'avoir effectivement, de conserver une fraîcheur et en même temps d'avoir un bâti qui est aussi esthétique. C'est aussi le propre du bâti ancien d'être à la fois très beau, très esthétique et de bien s'inclure dans le paysage et en même temps d'avoir des propriétés climatiques intéressantes. J'en viens ensuite à mon troisième point, la ventilation et les dispositifs que j'ai pu observer. Et je voudrais vous partager par exemple un dispositif qui m'a intéressé et qui a suscité ma curiosité, qui est celui de la ventilation naturelle dans la ville de Nice et particulièrement du Vieux-Nice. Je me suis appuyée sur les recherches de Christophe Petitcolo qui a travaillé sur le sujet et qui a écrit un article dans le magazine Science et Avenir dans les années 80 intitulé Nice, la cité sous le vent. Et Clément Bargnodi, qui a écrit une thèse sur le sujet des vents dans la Méditerranée nord-occidentale, a repris ces travaux et les a mis en lumière. Et donc, dans la ville de Nice, ce qui est intéressant, ce sont ces clairoirs que vous voyez ici à l'écran. Ce sont en fait des grilles qui sont situées au-dessus des portes et qui permettent de capter l'air frais qui vient de la rue, qui va alors s'engouffrer à l'intérieur, notamment des cages d'escalier et des verrières dans les immeubles niçois, et qui va combiner à l'arrosage quotidien de la rue qui va créer un effet d'évaporation, contribuer à pousser l'air chaud vers le haut par cette arrivée d'air froid qui va permettre ainsi de créer une espèce de climatisation naturelle pardon, pour les Niçois, notamment aussi par le biais de volets. On a les fameux volets du sud, ces persiennes qui permettent à la fois d'occulter, de gagner en obscurité dans les intérieurs et en même temps de ventiler. Et puis voilà, de pousser effectivement cet air chaud vers l'extérieur. Je trouvais ça assez intéressant comme exemple, montrer comment, par des éléments assez simples, finalement, on peut ventiler à l'échelle d'un quartier. Ensuite, j'ai également été particulièrement intriguée par les tours à vent sur lesquels je suis tombée sur mes recherches, notamment grâce à la thèse de Gholam Reza Degan Kamaraghi sur les systèmes de ventilation et de refroidissement dans l'architecture traditionnelle du Golfe Persique. En effet, les tours à vent, ce sont en fait une invention qui nous vient de l'Iran et qui sont en fait ces tours qui vont capter le vent, qui vont capter les courants ascendants et qui vont en cela rafraîchir les pièces. Donc en effet, l'air va s'engouffrer dans la tour et va ensuite passer par une pièce à bâtir dans laquelle on va avoir souvent de l'eau qui permet encore une fois de rafraîchir d'autant plus l'intérieur. Et puis sur ces tours vont être installées des briques de boue ou du bois qui va permettre d'emmagasiner de l'humidité pendant la nuit qui sera restituée en journée, ce que je trouvais absolument fascinant. Et effectivement, les tours à vent ont pu inspirer pour créer d'autres dispositifs de ce style partout dans le monde. Et ici, je vous ai mis particulièrement l'exemple d'un bâtir égyptien ici avec l'utilisation de jarres avec de l'eau qui permettent encore une fois de rafraîchir cet air chaud et d'apporter de la fraîcheur dans le bâti.
Je me suis aussi intéressée un petit peu à la question du nomadisme interne en travaillant sur la région du Mzab, qui est une région qui se situe dans le Sahara algérien. Et dans ces régions qui sont très très chaudes, on a toute une organisation sociale qui se crée à l'intérieur du bâti notamment, où on va avoir, eh bien, on va se déplacer d'une pièce à l'autre en fonction des heures de la journée. On va rester aussi dans l'obscurité et on va avoir des dispositifs assez simples qui vont permettre de rafraîchir les intérieurs. Mais je ne m'étends pas trop sur ce sujet puisque Monsieur Ramoudi vous en parlera après moi. J'arrive maintenant à la question des troglodytes et du climat, effectivement, qui a été donc mon mémoire de Master 2. Le troglodytisme donc, est assez mal connu encore aujourd'hui et pourtant il est présent dans beaucoup de régions et notamment en France. Je vous ai mis ici une carte pour vous donner une idée un petit peu de la répartition de ce patrimoine troglodytique en France et un focus sur la répartition de ces sites dans le Val-de-Loire qui a été véritablement mon terrain d'étude. Et bien sûr, le patrimoine troglodytique est intéressant sur le plan climatique, puisque lorsque l'on vit dans un espace enterré, eh bien, on va avoir une température qui va se stabiliser et on va pouvoir profiter de 14 degrés à peu près toute l'année, ce qui est très appréciable, notamment en été, et qui permet d'avoir un bâti qui est économique et écologique. Ici, je vous présente donc la pierre de tuffeau et la pierre de Falin, qui sont les deux pierres qu'on retrouve dans les troglodytes du Val-de-Loire. Effectivement, les troglodytes vont résulter en fait de modifications géologiques, puisque il y a des millions d'années, il y a eu un réchauffement, l'eau a monté dans cette région, et donc ça a permis, lorsqu'elle est redescendue, de créer des sédiments. Qui nous permettent d'avoir une pierre assez friable, assez tendre, qui est facile à creuser, donc la pierre de tuffeau, et le falin résulte d'eau plus profonde, donc on a une roche plutôt détritique avec des coquillages, des morceaux aussi, parfois des dents de requin ou ce genre de choses qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et donc on va à la fois s'installer dans des cavités qui se sont naturellement creusées, notamment profiter des coteaux du Val-de-Loire, mais on va également creuser facilement la roche pour pouvoir s'installer. C'est un bâti qui donc profite surtout aux plus démunis au début par ses avantages justement économiques et climatiques. Et donc ici, je vous ai mis les deux typologies de troglodytes présentes les plus souvent donc dans le Val-de-Loire. Les troglodytes de coteaux qui permettent de profiter d'une bonne luminosité en bord de Loire et en même temps de pouvoir profiter des conditions favorables d'être dans un habitat creusé. Et puis les troglodytes de plaine qui là vont plus s'organiser autour de patios en général pour pouvoir obtenir une ventilation naturelle et de la luminosité. Puisque bien sûr, c'est l'un des enjeux majeurs dans le troglodyte, c'est de pouvoir aérer le logement et profiter de la lumière. Pour cela, en général, on va avoir des petites cheminées, comme vous voyez ici sur cette photographie, qui permet d'aérer le bâti et parfois on utilise même des anfractuosités qui étaient déjà présentes dans la roche. Et souvent, on va positionner ces cheminées à côté du four à pain, par exemple, qui sont souvent présents dans les troglodytes traditionnels et qui va permettre par cette fumée de cheminée aussi d'assécher l'air, puisque bien sûr, un autre problème des troglodytes, c'est l'humidité. Et l'autre élément que je vous montre dans ce schéma, c'est aussi les problématiques de lumière. Donc on va ruser un petit peu, on va utiliser par exemple des miroirs et des couleurs claires pour essayer de réfléchir la lumière le plus possible et apporter ce confort à l'intérieur. Donc on va vraiment essayer de tirer parti de ces contraintes du troglodyte pour créer le confort. Par exemple, ici, je vous montre aussi un puits de lumière, cette fois-ci donc en hauteur, qui, par exemple, ici, dans le cas de cette photographie, a pu être possible grâce à l'emplacement d'une ancienne gîte de pressoir. Vous savez, quand on avait les pressoirs à vin, eh bien, on avait des sortes de grands trous dans lesquels on jetait le raisin qu'on avait récolté et il pouvait ensuite être acheminé jusqu'au pressoir en sous-sol. Ici, vous avez un petit schéma qui résume aussi les éléments que je vous ai dit, et notamment le fait qu'on va utiliser des trous naturels de la roche pour ajouter une vitre et créer des ouvertures, permettant là encore d'éclairer davantage.
Les troglodytes aussi, bien sûr, par leurs conditions climatiques, notamment leur forte humidité et leur obscurité, vont permettre l'implantation de savoir-faire traditionnels importants, particulièrement actifs dans le Val-de-Loire, notamment les caves à vin, mais aussi les champignonnières. Et là encore, dans cette photographie des frères Arcicot, la vannerie, par exemple, à Villaines-les-Rochers, puisque l'osier, bien sûr, a besoin d'humidité pour pouvoir être tordu et être fabriqué. Et je vous disais, c'est un habitat qui est avant tout rural, euh, puisque effectivement, c'était des lieux qui étaient peu chers, peu coûteux, dans lesquels on se rassemblait volontiers et où on pouvait être facilement à l'abri. Enfin, je termine sur les troglodytes en évoquant un petit peu plus des perspectives plus récentes. Effectivement, de plus en plus de troglodytes sont valorisés, deviennent des lieux touristiques, comme c'est le cas du site Troglodytes et sarcophages à Douai en Anjou, dans le Maine-et-Loire, qui se visite, ou bien de la carrière de Vignemont à Loches, où on va présenter le métier de carrier, qui est un métier extrêmement dur et dont on raconte un petit peu l'histoire. Mais il y a encore beaucoup de troglodytes qui sont aussi laissés sans surveillance puisqu'ils sont méconnus. C'est un patrimoine auquel on rechigne à s'intéresser parce que on en a peur aussi, bien sûr, et parce qu'il n'est pas évident du tout à conserver. Et le fait de ne pas le surveiller peut créer, bien sûr, à cause de eh bien, les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes, des effondrements, puisque dans certaines villes, dans certains villages, le sol est un véritable gruyère en raison de ces troglodytes, et donc on peut avoir des sinistres, des effondrements extrêmement dangereux. Et puis aujourd'hui, les sites troglodytes deviennent de plus en plus attractifs sur le plan touristique aussi, le tourisme pour les hôtels et les gîtes notamment. Et là, ça pose de nouveau aussi des questions sur la rénovation et comment est-ce qu'on va implanter des éléments modernes dans ces troglodytes et qu'est-ce que ça peut perturber aussi de cette roche. Donc, c'est encore un autre élément à discuter. Lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une très très grande variété de sources que l'on pouvait avoir, très très différentes, mais que c'était pas évident de trouver des sources, qu'il fallait vraiment aller chercher loin, puisqu'il n'existe pas forcément vraiment d'inventaire du patrimoine traditionnel ou bien du patrimoine troglodytique. Il existe tout de même des recherches, notamment anthropologiques, comme l'enquête sur l'architecture rurale française, qui a été initiée par le Musée des Arts et Traditions Populaires dans les années 40. Et puis certains ouvrages qui sont très spécifiques à une région. Souvent, on a voilà, des ouvrages qui vont cibler précisément une région, mais qui ne vont pas forcément donner une vue d'ensemble. Ensuite, bien sûr, il y a le travail de Maisons paysannes de France ou encore des CAE qui vont là essayer de conseiller les particuliers sur la rénovation du bâti ancien et qui vont apporter aussi un grand nombre de connaissances sur l'histoire de ce bâti et ses caractéristiques qui m'ont été particulièrement précieuses dans ma recherche. Mais on a également des chartes architecturales et paysagères ou encore des travaux de recherche, comme c'est le cas ici de ce projet de fin d'études qui m'a été très utile sur les cavités souterraines de Douai en Anjou. On a quelques thèses, quelques mémoires, mais c'est encore très timide et ces sujets doivent vraiment s'imposer dans la recherche, il me semble particulièrement important. Et puis, bien sûr, on peut s'appuyer aussi sur les archives qui sont intéressantes à ce niveau-là pour retracer l'histoire de ce patrimoine. Pour conclure en ouverture, il me semble donc fondamental de sensibiliser de plus en plus sur le patrimoine vernaculaire, d'essayer vraiment de valoriser la pluridisciplinarité, puisque ces sujets peuvent être abordés du point de vue de la géologie, de l'anthropologie, de l'histoire de l'art, et on est encore trop cloisonnés chacun dans nos domaines. Il serait intéressant de vraiment parler tous ensemble, et comme on le fait ce soir, ce que je trouve vraiment très bien, pour eh bien, partager nos connaissances et ouvrir ce sujet pour en faire un sujet de société dans lequel tout le monde peut participer, créer donc des événements, des conférences, des colloques, comme c'est le cas donc ce soir, et rendre aussi cette architecture bioclimatique plus attractive, parce que souvent elle peut sembler très technique, très scientifique, donc essayer de l'ouvrir et de faire beaucoup de pédagogie, de transmission, pour la rendre peut-être plus accessible. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation, et donc les questions seront pour la fin des présentations de tout le monde. Oui, merci beaucoup, Colline. Alors, en effet, hein, je reprécise que les questions, évidemment, vous pouvez les poser dans le chat à côté, donc dans la boîte texte en simultané, mais on les reprendra à la fin de l'ensemble des quatre conférences, hein, des quatre présentations.
et donc de manière dans l'ordre de leur arrivée. Mais merci beaucoup Colline pour cette très bonne, très intéressante présentation. Évidemment, j'en avais eu un petit avant-goût puisqu'on avait travaillé ensemble les années précédentes. Et je tiens à remercier Colline, mais aussi de cette approche d'historienne d'art et d'aller regarder dans les archives. Donc là, il ne s'agit pas d'aller donner des conseils d'utilisation, hein, bien sûr, hein, c'est pas une approche de praticien, c'est une approche d'historien et de montrer justement que les documents et les archives peuvent nous montrer, nous apporter beaucoup et nous faire comprendre aussi comment le patrimoine fonctionne, a fonctionné, mais fonctionne aussi aujourd'hui et nous apporte aussi des connaissances et des solutions. Alors, on parlait tout à l'heure d'échelle, justement de travailler à toutes les échelles, et vous l'avez très bien montré, puisqu'il s'agit vraiment de ce patrimoine, il est ouvert, le bâti est ouvert sur l'extérieur, il s'agit d'ouvrir et de faire de la ventilation, donc d'intégrer le paysage également. Donc ça remet beaucoup aussi cette discussion qu'on a au sein d'Icomos France entre le lien nature et culture, où vraiment le bâtiment est dans un paysage naturel, un paysage culturel, mais il s'y intègre et il a son rôle à jouer, et le paysage et la végétation a un rôle à jouer aussi en lien avec l'architecture. Jusqu'au point ultime, justement, où l'habitat n'est plus inséré dans un paysage, mais c'est le paysage qui devient l'habitat avec le troglodytisme. Donc là, c'est même jusqu'à son point un peu ultime, dont on n'a pas trop parlé aussi de l'aspect aussi qui peut poser des problèmes sur l'humidité et la santé aussi de l'habitation, mais c'est des points qu'on va développer aussi ensuite, comme celui du nomadisme aussi dont vous avez parlé. Ce qui me permet d'introduire tout de suite notre second intervenant. Donc, merci beaucoup, Colline, qui est Nabil Ramouni. Nabil Ramouni est architecte, enseignant à l'école d'architecture de Rabat au Maroc. Il est professeur associé au master patrimoine de l'école de Chaillot. Il travaille depuis plus de 30 ans sur la préservation du patrimoine, mais aussi sur l'élaboration de plans d'urbanisme. Nabil Ramouni va nous faire le plaisir aujourd'hui de nous emmener avec lui au Maroc pour nous parler des solutions architecturales traditionnelles pratiquées au Maroc pour s'adapter au climat. Donc, je laisse la parole maintenant et l'écran, pareil, à Nabil. Il est toujours là. Super. On n'est pas allumé. Et donc, voilà. Alors, Nabil, on ne voit pas encore votre présentation PowerPoint. Alors, sélectionner un écran. Donc, Avec la voiture? voilà. Bon, ben, même histoire que tout à l'heure. Est-ce que là, vous voyez? Non, pas encore. Ça va venir, ne touchez à rien, je pense que c'est en train de venir, non? Non, Non, il n'y est pas. non. Eh oui. Il y a eu répétition. Ah, ça a été très flash, très rapide. Je recommence, donc voilà. Sinon, bon. Sinon, je peux le mettre hein, si besoin. Voilà, Oui, fantastique. ça marche? Oui, on voit très bien votre écran. Parfait. Voilà. Alors, là, j'ai comme programme de vous faire un petit peu voyager là-dedans. Et pour commencer, donc, juste quelques rappels, quelques idées. C'est l'architecture domestique traditionnelle. Elle est, en général, elle prend plusieurs formes de réponse par rapport aux besoins de chacun et surtout des lieux dans lesquels elle se transmet. Donc, il y a un peu
Comment on va aborder ça? L'architecture traditionnelle, c'est surtout son adaptation par rapport au climat, par rapport à la topographie du lieu. Et ici, on a quelque chose de très important, en fait, qui est très différent traditionnellement, c'est l'orientation et le fait d'avoir des maisons qui sont introverties. On va voir ça, puis je vais vous présenter aussi les matériaux disponibles, quelques savoir-faire, et en même temps la réponse surtout au mode de vie sociale et la production du bâtiment lui-même. Donc là, c'est juste une carte pour vous dire quelles sont les zones des régions climatiques au Maroc. Donc, alors, on va passer aux faits urbains. Sur cette image-là, vous voyez un petit peu, on a deux médinas. On a la médina de Salé, la médina de Rabat et la Casbah des Oudaya. Vous voyez un peu la densité dans laquelle on se retrouve et par rapport à la ville, disons, moderne, coloniale, qui s'est développée par la suite. Donc, vous voyez, il y a quand même un problème enfin, pas un problème, mais un grand différentiel de densité qui est extrêmement important. Là, on a un exemple d'une ville du Maroc, c'est la ville de Chaoun, et vous voyez comment les rues sont redessinées et comment les gens s'implantent et vraiment s'adaptent et tirent le meilleur profit de la topographie du terrain qui est extrêmement chahutée. Là, on a une vue un petit peu pour préciser un petit peu cette histoire de densité, d'occupation des anciennes médinas. Et vous voyez que les ruelles, on les voit presque pas. On a l'impression que les cubes sont imbriqués les uns dans les autres, mais chaque cube a ce qu'on appelle un patio, donc une ouverture vers le ciel, qui marque vraiment cette grosse différence entre l'architecture extravertie et l'architecture introvertie. Donc l'idée un peu j'ai fait quelques petits schémas pour vous montrer un petit peu la taille et la largeur et l'étroitesse des rues par rapport aux maisons, et le patio peut être plus grand. Et en général, il est beaucoup plus grand que la rue elle-même. Et c'est à partir du patio que nous pouvons donc bénéficier de la lumière, mais en même temps de l'aération, ventilation, et tout le système climatique est basé sur cette ouverture du patio qui par moment peut avoir un petit plan d'eau, qui peut avoir aussi une végétation, et la rue elle-même peut être couverte par endroits. Et donc c'est ce qui fait que les rues elles-mêmes sont souvent couvertes par endroits, ce qui permet de diminuer l'insolation. Alors les rues couvertes, je vous mets quelques images. Ici, c'est la Médina de Tétouan. Ici, c'est dans un Rsaf du sud du Maroc, vraiment tout en terre. Voilà, le fait rural. Alors, l'implantation, orientation, c'est quelque chose d'extrêmement important. En général, on a les parties donc sur lesquelles s'implantent les gens. En fait, c'est la plupart du temps, ils s'implantent dans les lieux les moins, disons, arables, les terres les moins arables. Et en général, on évite donc les terres arables pour pouvoir les dégager pour la culture et la production. Et après, on a bien sûr un schéma qui est celui-ci, avec les orientations et la présence de l'eau, la palmeraie, comment on s'implante sur un terrain. Alors, la forme du Tsar elle-même est lancée et permet justement cet élancement de bénéficier au maximum de ce mouvement d'air, parce que là, c'est vraiment très, très chaud, et l'isolation et surtout la circulation d'air qui permet de rafraîchir les maisons et les lieux d'habitation. Et on voit aussi une chose, c'est que la taille des patios, ou des patios, eh bien, se réduit plus on va vers le sud. Et plus il y a de problèmes de chaleur, et plus les patios sont petits et sont extrêmement réduits. Alors, l'architecture traditionnelle est marquée par son adaptation. Ces formes de plans permettent de réguler l'effet de l'insolation et de créer des microclimats autour du patio. Alors, la symétrie des pièces
la plupart du temps, elle permet justement dont parlait justement notre ami Colin, d'organiser ce qu'on peut appeler un nomadisme interne. C'est-à-dire que dans ce patio, on a les 4 saisons. Donc, on a les parties qui sont orientées nord, sud, est, ouest. Et en fonction des besoins et du climat et de la période de l'année, on déménage de pièce en pièce pour pouvoir bénéficier des meilleures conditions. Mais en même temps, ce patio est extrêmement important. Donc, un plan type de base, pour vous montrer un petit peu la configuration des plans types. Et on a des entrées en chicane, on a les angles qui accueillent la plupart du temps des toilettes et des escaliers, et en même temps la cuisine. Et donc les 4 chambres qui sont là, en fonction de l'orientation, en fonction de l'année, on utilise plus une pièce que l'autre pour pouvoir bénéficier justement de cette acclimatation. Là, l'usage type d'une pièce, pourquoi elles sont longues? Donc, les pièces elles-mêmes sont utilisées avec une polyvalence des espaces. On peut y manger, on peut recevoir, on peut se servir et on peut se réunir. Voilà, dans des pièces de cette taille-là. Bon, ça, c'est un plan juste pour vous dire comment une grande demeure s'articule. Elle s'articule autour d'un patio principal qui reçoit les 4 pièces principales, plus un deuxième patio qui est là et qui accueille en fait toute la partie service. Les autres annexes sont là et puis bon, on peut avoir plusieurs parties de la maison avec plusieurs entrées de partout, mais la maison est entièrement fermée sur l'extérieur. Elle n'est ouverte que sur ce patio-là et celui-ci. Alors, pour vous montrer un petit peu comment les espaces ouverts sont gérés, là, on a les espaces avec des colonnes, avec le patio central qui peut accueillir une fontaine, mais qui est aussi planté. Ici, je vous ai mis une photo de la grande mosquée de Salé avec sa cour principale dans laquelle on fait les ablutions et qui est plantée. Donc, ces espaces sont des sources de lumière, des sources d'aération, ventilation et aussi de fraîcheur et de régulation thermique. Ça, c'est une coupe type. Vous voyez un petit peu la maison, comment elle est aménagée. On a cette fontaine avec ce bassin. On a les portes. Ici, on va les voir. On le verra tout à l'heure par rapport aux accessoires qui accompagnent justement cette régulation. Cette grande porte s'ouvre en 4 morceaux, ce qui permet d'ouvrir une partie seulement, 2 parties, et peut-être de tout ouvrir d'un seul coup pour pouvoir permettre justement, vous voyez les ouvertures qui sont en partie et non pas en totalité, ce qui permet de réguler justement la pénétration. Donc là, je vous ai fait un petit croquis que j'ai fait à la va-vite et qui vous permet de comprendre que là, on a donc ces colonnes qui sont ici et qui supportent donc la distribution des pièces à l'étage, mais qui permettent de casser le soleil, mais en même temps de permettre la réverbération, le rafraîchissement avec l'eau, avec les plantations qui sont là, et les grandes portes qui sont coupées, partagées en 4 morceaux. Mais c'est très important à noter, c'est la présence de ce qu'on appelle shmasiyat, c'est des sortes de clôtés, enfin de grilles en plâtre ou en pierre perforée qu'on place au-dessus de la porte principale de la pièce et qui permet à l'air, une fois rafraîchi, qui rentre, qui chauffe et puis qui est évacué vers l'extérieur. Les hauteurs sur le plafond aussi sont extrêmement importantes, ce qui permet à l'air chaud de se dégager et de remonter et de quitter la pièce à travers ces claustras-là. Voilà. Donc, pour le Qsat, c'est les constructions dans le sud où il fait vraiment très très chaud. Et là, vous voyez la dimension du Qsat et vous voyez la dimension du patio qui est extrêmement réduite et qui des fois est réalisée avec donc les poteaux sont réalisés en bois, etc. Et donc, ce système permet aussi les ventilations, le captage des vents sur les côtés et l'évacuation vers le haut
Et ce système fonctionne encore aujourd'hui. Malheureusement, ces constructions sont souvent abandonnées aujourd'hui et ne sont plus tellement occupées, ce qui fait que là, on a un autre problème, c'est celui de la concurrence et en même temps des matériaux nouveaux. Alors, sur les matériaux disponibles, bon, suivant les zones, on peut utiliser donc le pisé, comme vous le voyez ici, donc qui est réalisé avec un enduit, etc. On utilise les adobes, et ça, j'ai réussi à avoir un modèle d'adobe que j'avais jamais vu qui est à Chypre. C'est des plaquettes, c'est carrément des plaquettes. Ce n'est plus des adobes tels qu'on les connaît ici. Il existe aussi des adobes qui sont des boudins qu'on utilise dans la région de Figuig. Alors, la maçonnerie en pierre de taille et en moellon. Alors, justement, j'ai photographié des constructions qui ont perdu leurs enduits. Et vous voyez l'utilisation de ces murs avec les angles, les ouvertures sont traitées avec de la pierre qui est taillée. C'est de la pierre sédimentaire, c'est du grès formé de sable compacté et qui est taillé pour pouvoir assurer les angles, les chaînages, et le remplissage se fait avec du moellon un peu grossier dans lequel on peut utiliser des fois aussi des briques de terre cuite. Alors là, on a de la pierre qui est plus dans le haut Atlas, et le travail de pierre, c'est des pierres sèches avec des linteaux et là, vous avez un village assez connu qui va un peu plus loin dans ces casbahs et vous voyez la taille des ouvertures est extrêmement réduite pour éviter justement la chaleur et en même temps le froid en hiver. Et ici, nous avons un modèle qui est intéressant, c'est l'usage de la pierre et des chaînages tournants en madrier, en bois, qui font le tour de la construction et qui assurent le chaînage et qui est un système antisismique assez performant. L'usage de la brique, et donc là, vous voyez un petit peu les réalisations qu'on a, celles qui sont construites en briques et qui donnent des épaisseurs assez intéressantes et donc qui assurent, tous ces matériaux assurent quand même une inertie thermique de très grande qualité. Là, c'est la mise en œuvre des matériaux suivant leur qualité. Vous voyez, là, on a du pisé avec sur le bord de la pierre et ce mélange va très loin, c'est-à-dire qu'on utilise chaque matériau en fonction des besoins qu'on a pour ce matériau. Et c'est assez impressionnant. Là, je voulais vous montrer aussi les couvertures, comment elles sont faites. Donc, avec des poutres, des petites branchages, des solives, des fois même des solives au-dessus desquelles on met de la pierre. Là, c'est des poutres avec des branchages. Et ces couvertures sont là. Malheureusement, des interventions comme ça, c'est ce béton qui est posé là-dessus. Sur les poutres, etc., on place donc en général des branchages, et là, c'est des canisses. On utilise aussi des branches de laurier rose qui permettent justement de mettre de la terre dessus et ça devient extrêmement lourd et en même temps épais. Les planchers sont très très lourdement constitués avec des étanchéités d'argile spéciaux traditionnellement qu'on utilise pour ça. Alors là, vous voyez dans le sud, on n'utilise pas les branchages parce qu'on n'en a pas. Par contre, on utilise des tranches de troncs de palmier comme poutres ou poutrelles ou solives et on utilise les bouts des feuilles de palmier pour couvrir. Et dessus, vous voyez la terre qui est mise dessus avec pas mal d'épaisseur pour assurer justement cette étanchéité, surtout cette étanchéité et cette isolation thermique. Voilà, les accessoires qu'on peut trouver aussi sont les auvents, les stores, les volets, les débords de toiture, la végétalisation des patios, le péristyle, donc colonnade qu'on a vu sur les plans, des moucharabiés des fois, le malqaf et les tours avant dont on parlait, les solutions passives, les murs massifs et les planchers aussi massifs qui assurent une inertie thermique.
et les couvertures végétales, bien sûr, avec du jonc et des choux. Là, vous voyez un petit peu les auvents qui étaient dans les rues. Là, c'est les débords de toiture qu'on utilise, les bow windows ou moucharabiers. Là, on a aussi, ce qu'on sait, c'est que traditionnellement, on couvrait les rues. Si ce n'était pas couvert comme on l'avait au début avec des dalles et des chambres qui se retrouvent, des pièces qui se retrouvent au-dessus de la rue, on avait ce système avec des clôtés d'acanis, etc., qui permettaient de diminuer l'insolation. Là, c'est les nouveaux systèmes. Et là, on a les moucharabiers qui laissent passer la lumière et qui la filtrent. Là, c'est les avant-corps par rapport pour briser le soleil qui n'arrive pas jusqu'au fond. Ici, on a un modèle qui est assez impressionnant. C'est une voûte qui est percée pour faire rentrer de la lumière, mais en même temps qui est là pour permettre une ventilation haute de la pièce. C'est assez exceptionnel. Là, pour ce qui est de la gestion d'eau, donc on avait les terrasses qui étaient raccordées à une citerne. Ça, c'est une citerne dans une grande demeure de Salé et qui reçoit toute l'eau de la pluie et qui est stockée ici et qui est utilisée bien sûr pour les grands travaux, les grands lavages, les grandes lessives, etc. Et cette eau-là est une eau qui est bien sûr non potable, mais qui, vous voyez, le volume est extrêmement important. Hein. Là, on est à peu près à 2 mètres et c'est extrêmement grand. Alors, c'est les tours avant, donc tu as déjà parlé Colline, donc bon, je n'en reparlerai pas. Et ici, pour rappeler un petit peu quelques systèmes qui fonctionnent encore, qui fonctionnaient encore il y a quelque temps, c'est l'Ikhtara, pour essayer de récolter au maximum toute l'humidité qui peut se trouver dans l'eau, dans l'air et surtout dans la terre pour pouvoir la ramener jusqu'à des conduites et des bassins pour pouvoir irriguer. Je m'arrêterai là pour cette fois en attendant. Voilà. J'espère que ça a été un tour assez Parfait. Merci beaucoup, Nabil. et rapide. C'est un tour auquel on a envie de rester, hein, bien sûr. Mais On peut redémarrer. on va pas redémarrer, mais évidemment, ça peut évidemment s'étendre et demander plus d'illustrations et plus de temps pour expliquer évidemment chaque détail que vous avez montré peut évidemment se développer davantage. Donc, c'était extrêmement intéressant. Et puis, ça rebondit et ça bien, voilà, c'était très complémentaire aussi avec ce qu'a montré Colline juste avant. Évidemment, on a reparlé des matériaux et de l'importance des matériaux locaux qui sont choisis aussi et qui ont une importance dans cette architecture et dans justement la thermique dans cette architecture, mais aussi toute la question de la ventilation que vous avez énormément montré et qui est vraiment ouais, comparable à ce qu'a raconté Colline, non seulement autour des tours avant, mais aussi cette ventilation au final qui soit s'ouvre, le bâtiment s'ouvre sur l'extérieur, soit il s'ouvre sur l'intérieur, mais la problématique est toujours la même, c'est de faire sortir et d'évacuer l'air chaud au final. Donc, c'est différents systèmes pour évacuer et faire sortir l'air chaud. Donc, c'est le point commun aussi à travers ces architectures. Quelles que soient les régions, il y a des techniques différentes, mais la finalité est quand même similaire. Alors, on l'avait vu aussi avec Colline, il y avait aussi ces histoires, on l'a vu sur Nice, de cages d'escalier aussi, de respiration et de ventilation par les cages d'escalier, qui sont aussi en interne au final dans les bâtiments et dans les cours intérieurs. Donc c'est très similaire aussi. Donc il y a vraiment un point commun à faire aussi à travers ces architectures et surtout à retenir qui est l'évacuation de l'air chaud et comment tous ces systèmes vont vers la même, ont le même but au final. Hein. C'est vraiment d'évacuer cet air. Donc, c'est pas que des solutions techniques aussi, c'est ce que vous avez montré, c'est aussi des solutions sociales et aussi c'est tout ce qu'il y a autour du nomadisme à l'intérieur d'une même maison au final et de vivre différemment. Donc, c'est aussi ce que, enfin, moi j'en suis persuadée, mais que l'architecture peut montrer, le patrimoine peut aussi montrer, c'est offrir d'autres solutions aussi des solutions auxquelles on n'a pas forcément, nous, accès ou eu l'idée.
mais l'architecture peut être aussi force de proposition, et proposition de vivre différemment dans une architecture, en fonction peut-être en effet des saisons et ce qui est proposé ici par l'architecture au Maroc, mais qui peut tout à fait se transposer à plus petite échelle dans d'autres situations. Le tout, c'est d'y penser d'en faire propos. Alors, force de proposition, c'est aussi ce que va montrer Antoine Bruguerol. Et donc, on a regardé beaucoup l'architecture aussi vernaculaire. Là, on va passer sur une architecture un peu plus, pas contemporaine, mais un peu plus du 20e, des années 70 et 80, donc avec d'autres types de matériaux aussi, on va voir ça. Donc Antoine Bruguerol est architecte et urbanisme du patrimoine, il est vice-président d'ICOMOS France et il était également au comité international d'ICOMOS des cités historiques, le CIVI. Antoine a travaillé sur l'urbanisme patrimonial dans le sud de la France, le Pays Basque et également en Guyane. Il est enseignant à l'école de Chaillot et assure les missions d'expertise pour ICOMOS. Participe à des groupes de travail comme le nôtre sur le groupe le climat et patrimoine, mais aussi le groupe sur le patrimoine 20e et aussi à la rénovation du bâti ancien en normalisation, et la normalisation avec le ministère de la Culture. Antoine va nous présenter aujourd'hui le mouvement architectural bioclimatique des années 70 et 80 à 80, ainsi que des exemples d'architecture bioclimatique au Brésil. Et du coup, j'en profite pour quand même insister sur le fait que 2025 est l'année d'amitié entre le Brésil et la France et qu'il y aura à cette occasion plusieurs événements et actions, projets autour de cette année amitié France-Brésil. Et donc, on vous fera évidemment, on vous tiendra tous au courant des différentes actions d'ICOMOS France dans cette période. Donc, je laisse la place et la parole à Antoine. Vous me direz quand ça marche. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vous amène au XXe siècle et là, cette première image, c'est un site qui vient d'être protégé en tant que monument historique récemment. C'est le four solaire d'Odeillo dans les Pyrénées-Orientales. Alors, France, le mouvement bioclimatique, pour le contexte, je rappelle un contexte après les événements de 68, la crise pétrolière et le mouvement écologique, avec quelques croquis satiriques. Au départ, ce livre, cette étude, ce travail de Victor Holguet avec le principe de conception bioclimatique et cet ouvrage qui date de 63, l'architecture, le principe de conception, utiliser l'architecture avec les éléments les plus favorables du climat en vue d'un confort thermique. La tâche première de l'architecture est d'agir en faveur de l'homme, de s'interposer entre l'homme et son environnement pour soulager ses épaules de la charge environnementale. Et vous voyez là le schéma que propose Golvey pour les champs dits interrelationnels, des échanges climatiques, biologie, technologie, architecture et climat. Avec ce schéma qui est un diagramme qu'il utilisait pour définir la zone de confort entre eau, soleil, vent, site et exposition, sont des principes qu'il a appliqués dès les années 40 avec son frère Adélard. On a deux méthodes qui ont eu beaucoup de succès, ce sont les méthodes de Mahoney et de Givoni. Ce sont des méthodes qui sont basées un peu sur le même schéma, avec des diagrammes de référence qui permettent de croiser les éléments pour définir cette fameuse zone de confort identifiée, orientée, diagnostiquée, proposée. Donc température de l'air, humidité, précipitation, vent. Et à partir de là, diagnostic, indication, avec effectivement en complément des recommandations sur les détails de construction. Et l'idée est d'arriver à une autonomie, à un chauffage ou à un système autonome qui permette chauffage et climatisation naturelle. Alors tout un nouveau vocabulaire, économie d'énergie, énergie renouvelable, ressources naturelles, ressources locales, maisons passives, architecture solaire, donc passive ou active, autoconstruction, autonomie énergétique, et la notion dans le Midi de la France de régionalisme critique.
Donc, on s'éloigne effectivement de l'architecture vernaculaire, mais on la regarde pour évoluer. Donc, c'est toujours le même, ce qu'a présenté Nabil et ce qu'ont présenté Nabil et Pauline. Donc, optimiser le rapport aux éléments naturels en fonction du site et distribuer les espaces de la manière la plus pertinente avec des protections sur les parties arrière, des espaces tampons et les pièces de séjour plutôt au sud. Avec utiliser le soleil en hiver et s'en protéger en été avec un système de ventilation qui permet de garder la chaleur d'hiver et de rafraîchir en été. Donc, protection solaire, inertie et bas de masse, perméabilité des matériaux, ventilation. Alors, optimiser la forme et l'orientation avec de nouveaux dispositifs, des serres utilisées comme séjour, des capteurs thermiques, des murs trombes. On parlera également du mur, on évoquera le mur canadien, le puits canadien, le puits provençal, avec des objectifs remettre en cause la notion de confort, adopter de nouvelles manières d'habiter et considérer l'habitant comme un acteur à la fois de son environnement et de son confort. Mais cette nouvelle manière d'habiter, elle implique quand même un engagement de l'habitant et une implication avec des manœuvres à faire sur les murs trombes pour couper des clapets ou en ouvrir d'autres, comme autrefois on fermait ou on ouvrait des volets, et surtout considérer l'usage en fonction des temps d'occupation et des variations du temps, comme les espaces qui sont polyvalents avec des usages qui se déplacent en fonction des saisons. Et ce croquis satirique de Reiser pour dire que quand il fait vraiment froid, le solaire, c'est un peu difficile. Alors, la Terre séjour et le puits de lumière, et vous voyez en bas à droite un projet qui n'a pas été fait pour le siège de la Ligue communiste révolutionnaire en région parisienne. Ce sont des architectures qui ont été développées et travaillées. Alors, les capteurs thermiques à air ou à eau avec des schémas, on fabrique son capteur, on récupère l'eau pour chauffer le chauffe-eau et on peut utiliser aussi ce capteur pour l'eau. Les principes de ventilation, ça c'est un sujet qui est extrêmement important et développé. Elles peuvent être traitées de différentes manières, naturelles, croisées. Elles peuvent être aussi une ventilation induite ou une ventilation verticale, avec des systèmes toujours de recherche de rafraîchissement. Alors là, j'ai fait un petit encart sur Félix Trombe que vous voyez à l'écran, et vous voyez également qu'il a travaillé sur une maison frigidaire avant de développer le mur Trombe dont il a déposé le brevet avec Michel. Alors, ce fameux mur Trombe, c'est un croquis de l'auteur, de Félix. Vous voyez le mur qui est en loi de masse, qui est chauffé par un double vitrage. Et ce double vitrage, l'air froid monte et revient dans la pièce pour chauffer la pièce. En hiver, en été, par contre, on ferme ce clapet et on ouvre la serre pour ventiler et extraire la fraîcheur. Donc, c'est un système qui est réversible. Également, ce mur trombe qui a eu des développements, comme vous voyez, avec une variante avec un mur d'eau qui était dans un projet. Et enfin, je voulais évoquer cette notion de puits canadien qui a été développée, où on utilise la fraîcheur, l'inertie du sol plutôt, une entrée d'air frais qui se remet à température en utilisant la fraîcheur, la température, la chaleur du sol, du sous-sol, pour venir tempérer et préchauffer la maison. Alors, une variante du puits canadien a été développée par Thierry Cabirol avec le puits provençal, et l'idée était de l'utiliser pour rafraîchir la maison. Alors, ce fameux mur trombe avec un exemple de maison réalisée en Occitanie, à Odeillo, en parallèle à côté, juste à côté de la centrale. Un ensemble de logements également, où Félix Trombe a travaillé avec Michel pour cet ensemble de logements équipés de murs Trombe. Quelques édifices qui commencent à être protégés. Ici, une maison qui a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques en Occitanie avec un mur Trombe et qui occupe la partie inférieure en allège de fenêtres et qui est utilisée. Donc, c'est une maison conçue par Armand Pellier qui, en parallèle, développé l'utilisation de la pierre des verses. Il avait réouvert les carrières. C'est un ancien compagnon devenu architecte qui travaillait avec la pierre massive qu'il utilisait
à partir des pierres de Vers-Conduga. Une autre maison avec un label architecture contemporaine remarquable, qui est à Sète, sur le Mont Saint-Clair. Hop, pardon, je suis allé trop vite. Et je voulais terminer cet exposé rapide en évoquant les travaux plus récents de Joao Figueras Lima, surnommé Lelé, qui nous a quittés en 2014 et qui avait mis au point des systèmes extrêmement intéressants de rafraîchissement, donc un architecte brésilien. Et voyez ici un système de rafraîchissement avec, utilisant l'eau pour rafraîchir un hôpital. Donc ce sont des systèmes passifs dont on doit tirer la leçon qui, alors là, sont les sources que j'ai utilisées. Je vous remercie. Arrêtez le partage. J'espère ne pas avoir été trop long. Ah ben non, pas, pas du tout. Merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment parfait. Et puis, tu as introduit la notion de confort aussi, dont on avait commencé à parler, mais là, beaucoup plus en détail. Et ce confort qui a une vraie question, parce que c'est aussi une question très subjective d'un confort d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre aussi, il peut être considéré différemment. Donc, aussi, la notion de confort est une discussion en soi, parce qu'en effet, on peut être confortable, certains à 18 degrés et puis d'autres que à 24. Donc bon, ça rentre aussi dans la réflexion aussi autour de ces architectures et toutes ces énergies passives aussi qui sont pas là que pour refroidir, mais qui sont aussi là pour se réchauffer et pour aussi pour avoir aussi une réponse en hiver dans les pays qui aussi ont froid également connaissent des fortes périodes de froid et se profiter de l'ensoleillement et de ce réchauffement. Donc, c'est vrai que le mur trombe a été un très bon exemple aussi de ce transfert sur de l'architecture du XXe siècle. Alors, pour laisser de la place aux questions, et je vous invite à en poser dans le chat aussi, à reposer des questions que nous prendrons à la fin de la dernière présentation. Donc, n'hésitez pas à les poser là au fil de l'eau. Ce qui nous permet donc de faire la transition avec la dernière présentation. Donc, merci beaucoup Antoine, de Julien Cordevet, qui est ingénieur spécialisé en qualité environnementale du bâti et de l'urbanisme. Julien est cofondateur et gérant de l'équipe 180 degrés ingénierie et après de 25 ans d'expérience dans le domaine de la construction et de la conception environnementale. Julien va nous montrer comment les connaissances et les techniques provenant du bâti vernaculaire, que nous avons beaucoup vu déjà au début de la session, peuvent être transposées, comme il a été fait aussi là dans l'architecture du XXe siècle, mais peuvent être transposées aujourd'hui aussi. C'est vraiment le but de cette soirée, c'est de montrer comment ces solutions architecturales et ce patrimoine peut nous apporter des solutions, et c'est pas juste pour le regarder de loin, mais c'est aussi pour l'intégrer dans des projets d'architecture contemporaine pour nous aider aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Julien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très impressionné par la concision d'Antoine. Je vais essayer d'en faire autant. Il nous avait promis de se maîtriser. Je vais essayer d'en faire autant. Pour se connaître un petit peu, se présenter en très rapidement, voilà, je suis ingénieur des travaux de la construction. À la base, ingénieur, je viens vraiment du BTP conventionnel. C'est juste ça que je voulais préciser et que le fil de mon parcours m'a amené à me questionner sur les impacts de notre secteur d'activité. Et assez rapidement, 3-4 ans après avoir démarré, j'ai commencé à m'intéresser fortement aux questions de l'éco-construction et de l'approche bioclimatique. Et j'ai rencontré, sur mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont vraiment éveillé sur toutes ces notions-là, en France et à l'étranger. Et j'ai pu trouver une spécialisation très aboutie en 2009 à Lyon, qui m'a permis d'être un peu plus à l'aise dès 2010 pour, je dirais, travailler les sujets qui nous animent. J'ai donc, l'année de 2013, envisagé de créer un bureau d'études autour de ces sujets-là.
un atelier d'ingénierie environnementale qui regroupe aujourd'hui 8 collaborateurs et collaboratrices, un petit peu mixte en parcours, architectes, ingénieurs, globalement voilà, sur les thèmes de l'environnement et de la thermique, de l'architecture, et on n'oublie pas le volet, je dirais, le volet santé dans le bâtiment. On va l'associer en permanence aux autres sujets. On a donc tous à cœur de participer activement à l'accélération de la mutation de notre secteur d'activité. Et on essaie de le faire avec différentes méthodes, via des formations. On rejoint des équipes de maîtrise d'œuvre aux côtés d'architectes, de bureaux structures, de bureaux fluides, d'acousticiens, de paysagistes, etc. Et des références que je vais vous présenter tout à l'heure sont évidemment conduites dans une étroite complicité avec ces co-traitants-là. Je voulais glisser un mot aussi sur le mouvement de la frugalité heureuse et créative que j'ai rejoint activement depuis 2020, qui, à mon sens, porte des valeurs assez fondamentales dans les réflexions actuelles. Je tente de co-animer à mes heures perdues un groupe localement, Dordogne-Gironde, et j'ai rejoint le conseil collégial également. Et à la demande de la collectivité locale à Bordeaux, en 2021, on a imaginé une traduction un peu concrète, je dirais, du manifeste pour une frugalité heureuse et créative. On a essayé d'imaginer un nouveau standard de bâti, mieux à même de répondre aux colossaux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, sociétaux, environnementaux, écologiques. Ça s'est appelé Bâtiment frugal bordelais, et il est en cours de déploiement ici localement. Pour rappeler rapidement pourquoi on parle de tout ça, je pense que tout le monde est sensible au sujet, mais les prévisions voilà, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous ont pris, voilà, nous ont au fil du temps, j'espère, fait massivement rendre compris, je dirais, la part du rôle de l'homme dans l'évolution du climat. J'espère que les parts de climato-sceptiques sont réduites et voire disparaissent. N'ayons pas de doute sur le rôle de l'homme dans ce qui s'est passé depuis le milieu du 19e siècle. Pour représenter de manière plus claire les évolutions qu'on peut attendre. Voici un petit recueil de données qu'on a fait pour la collectivité de La Rochelle tout récemment. En très rapidement, voilà, on passerait, vous voyez à gauche, les vagues de chaleur passeraient d'une valeur de référence actuelle quasi nulle à 12 en 2050 dans le pire des cas. Et en nuit chaude, quand même supérieure à 20 degrés, où le gradient thermique nocturne commence à être en panne, on passerait d'une valeur de référence de 5 à 26 dans le pire des cas. Voilà, c'est une des formes pour prendre conscience du sujet. J'ai aussi trouvé, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de fréquenter Laurent Castagnède, qui a créé un bureau d'études spécialisé dans les bilans carbone, et j'ai trouvé son approche intéressante. Lui parlait pour nous sensibiliser. Il évoque une question de déménagement climatique. Donc voilà, une autre manière de prendre conscience de ce qu'il a appelé analogue climatique, plausible, selon les scénarios du GIEC, avec des déménagements de villes françaises vers des climats italiens et espagnols. Et donc tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure avec mes collègues, ça a bien vocation à chercher des réponses efficaces à ce sujet-là. Quant à se poser des questions sur le rôle de notre secteur, là, pareil, pas trop de tergiversation. Le secteur de la construction est massivement responsable à la fois des émissions de dioxyde de carbone, des consommations d'énergie et des déchets produits, avec pour la part tout simplement matérialité, béton de ciment responsable de la majorité des émissions de CO2. Pas de doute là-dessus.
Et ce qui nous a intéressé en créant le bureau d'études et ce qui fait écho aux travaux qui ont été présentés depuis tout à l'heure, c'est que voilà, puiser une inspiration dans les architectures vernaculaires, petit à petit, on s'est rendu compte qu'entre les questions de matérialité et de connaissance sur je dirais, les phénomènes de physique du bâtiment, il est apparu assez évident qu'il y avait beaucoup d'intelligence à savoir réinterpréter aujourd'hui. À notre sens, c'est aujourd'hui au carrefour entre la maîtrise, la connaissance des qualités des matériaux biosourcés et géosourcés et de l'approche bioclimatique que les réponses les plus efficaces se trouvent. Et alors, les biosourcés et géosourcés, voici une proposition je dirais, de description avec des matériaux issus de l'agriculture. Globalement, c'est toujours issu de la biomasse végétale ou animale et des matières minérales. Et ils sont en plus souvent considérés comme des rebuts de l'agriculture, de l'industrie, de la construction. Ils sont renouvelables ou recyclables et valorisables en matériaux de construction. Et c'est en les associant aux connaissances des phénomènes bioclimatiques que petit à petit, on a proposé, voilà, je dirais, l'association de ces différentes qualités qui nous ont permis de vous présenter quelques références aujourd'hui. On cherche à balayer plusieurs échelles et du neuf, de la réhabilitation et plusieurs types de programmes. Là, une petite maison réhabilitée avec pas du parpaing, mais du bloc de chaux-chanvre, ce qu'on peut appeler des fois chambry-bloc, en isolation thermique extérieure, avec un travail de la matérialité intérieure, avec ici de la terre crue et la préparation d'un poêle de biomasse qu'on voit ici, là où j'ai ma flèche. Et vous allez voir la même pièce terminée avec à droite le mur de briques de terre qui est enduit et le poêle à granulés qui est à côté. Et voilà, une chape de terre également au sol. Donc ça a été fait sur un logement. Voilà une autre référence en Gironde avec une vieille bâtisse en pierre mais qui était très dégradée, qui a été isolée par l'extérieur en béton de chanvre avec une technique de projection en recherchant toujours des qualités avec ces matériaux qui sont à la rencontre. On peut dire qu'ils sont un peu hybrides entre biosourcés et géosourcés, hein, beaucoup de chanvre et du liant minéral à la chaux. On cherche à trouver un équilibre entre inertie de transmission et isolation thermique pour les périodes hivernales. Voilà une des pièces, un des séjours de cette habitation-là, avec à nouveau une chape de terre au sol et des protections solaires qui sont poreuses à l'air, des persiennes qui font écho aux travaux qui ont été présentés tout à l'heure. Une autre opération avec des confrères près de Paris, avec un travail sur des ateliers thérapeutiques qui soignent des gens dans des ateliers où on passe la journée à manipuler des choses et on est soigné des dépendances, drogue, alcool, etc. Sur un centre hospitalier qui s'appelle Gilbert Haby. On a travaillé avec les architectes, bon, les questions de matériaux, encore une fois, évidemment, mais également, comme on peut le voir dans cette rue intérieure distributrice des ateliers, on va chercher tour à tour la lumière naturelle, comme on l'a évoqué depuis le début de la séance, et puis l'air par des dispositifs d'ouvrants qui viennent irriguer ensuite les ateliers sur les deux côtés. Et les modélisations qu'on a de manière contemporaine nous permettent d'être assez fins aujourd'hui pour aller comprendre la contribution de chacun. En réhabilitation, ces principes sont également possibles. Voici un groupe scolaire à Pau où la structure principale en béton armé a été conservée, mais on a pu dédier l'enveloppe financière à la correction de la totalité de l'enveloppe thermique et la qualité des menuiseries. Il y a également de la lumière naturelle qui a été prise j'ai pas les photos intérieures, mais en conduit de lumière qui viennent depuis la toiture, amener de la lumière naturelle jusqu'à des étages bas. On peut traverser 10 mètres. Voilà un travail de tabaillon de châtaignier, des ardoises réemployées en façade, des pièces des salons de motricité pour les enfants avec un mur de terre crue également au fond. Et là aussi, un travail de lumière naturelle qui s'est adossé sur l'intelligence de l'architecture de l'époque, je dirais initiale du bâtiment.
D'autres exemples plus récents, pour l'hôpital d'Arcachon, un travail en bois, terre et paille pour aller chercher, là encore, des qualités d'isolation et de thermique estivale tout à fait redoutables. On voit aussi un travail de menuiserie qui sont composés de grands ouvrants, parfois des fixes également, mais toujours un petit ouvrant dédié à la ventilation, y compris nocturne. Une matérialité avec beaucoup de terre crue encore à l'intérieur. Il y a des zones en enduit terre et il y a ces circulations, là c'était encore en chantier, qui sont en briques de terre crue, qui ont été réalisées avec une terre locale à côté de Biganos, au Barp. Voici un autre groupe scolaire dans la région bordelaise, sur la métropole, qui regroupe des travaux de pierre massive avec beaucoup de bois, des ouvrants toujours un peu spéciaux dédiés à l'irrigation de chaque pièce en ventilation naturelle, des travaux sur les mouches arabiées parce qu'il y a une partie qui est existante, du réemploi de matériaux dans les extérieurs. Une autre application sur la métropole bordelaise aussi, un groupe scolaire qui a réinterprété la technique du pisé, hein, tout à fait cru, non stabilisé en façade, avec des renforts qui sont en lit de chaux, ces lignes blanches que vous voyez. Il a été utilisé là en façade extérieure, associé aux qualités de la paille en façade pour l'isolation. Un petit projet à Bordeaux où on a nos bureaux, où on a travaillé des techniques vernaculaires pour faire des adobes en chantier participatif, qui sont venus compenser le manque d'inertie de la structure bois de nos bureaux et la régulation hygrométrique, hein, on en a parlé aussi depuis tout à l'heure. Un travail un choix d'isolation là aussi en filière assez locale, en paille hachée insufflée. Un travail sur un peu plus au nord, à Angoulême, une crèche qui a été réalisée en paille et en bois, avec une stratégie de ventilation. Donc, vous voyez au-dessus de la toiture là, des ouvrants hauts qui sont utilisés pour mettre en connexion les espaces intérieurs. Là, on voit la façade en travaux avec la botte de paille. On va voir également une salle de motricité terminée avec cet apport de terre crue en mural et beaucoup de matériaux biosourcés. Et on voit là des ouvrants hauts de ventilation sur la façade de gauche qui ont été modélisés. En réhabilitation, une autre type de référence, une réhabilitation très lourde en Ariège. Donc autre climat, on commence à être légèrement montagneux et on a pu incorporer la totalité des stratégies, association des matières géosourcées, de la pierre, de la terre, avec les stratégies de lumière naturelle et des ouvrants, là encore, avec une porosité à l'air, hein, on le voit sécurisé, mais l'air passe à travers les brises-soleil devant les baies, mais également les ouvrants sécurisés. On atteint d'ailleurs des renouvellements d'air très importants par ces dispositifs-là en naturel. On peut dépasser 15 à 20 fois le renouvellement d'air intérieur qu'on aurait atteint en ventilation mécanique. Voilà quasiment les dernières références des logements à Biganos, avec un travail à nouveau de protection solaire poreuse un apport de matériaux géosourcés, à nouveau, terre crue par elle. Et la carrière est à 15 km du chantier. Elle a incorporé de la chaîne vote également. Et ici, une stratégie sur un groupe scolaire globalement, là aussi, un travail de paille et de bois pour leur qualité évidente d'enveloppe thermique, mais également au niveau aérolique, une utilisation de tourelles de ventilation naturelle qui remplacent dès la mi-saison l'utilisation des centrales de traitement d'air une fois qu'on sort de la période de chauffage. Elles sont connectées au niveau de l'entrée d'air avec les fenêtres qui sont beaucoup plus basses et le renouvellement d'air est assuré de manière beaucoup plus efficace. Mais encore une fois, étant donné qu'on a une réglementation thermique un peu stricte, une fois qu'on est sorti de la période de chauffage, et dernière référence, un internat à énergie positive en bois, terre, paille, chaud, avec beaucoup de pisé qui a été incorporé là pour le coup à l'intérieur pour ses qualités de stabilité hygrothermique. C'est donc un bâtiment neuf qui héberge des enfants qui sont en cours de formation
Et un travail, là encore, exutoire de ventilation naturelle, lumière et les murs en pisé pour leur qualité. Tout ça dans le respect des réglementations thermiques qu'on connaît actuellement en ERP et différents bâtiments, quoi. Voilà pour la présentation. On va pouvoir, je rends la main à Anne et puis je suis disponible pour les questions éventuelles. Super, merci beaucoup Julien, c'était extrêmement complet également et ça a du coup, réveillé aussi les questions dans le chat. Alors moi, je vais faire un petit lien aussi, tu as soulevé aussi un point qui est intéressant, qui est celui de la santé aussi, et que ce- c'est- vous avez beaucoup aussi travaillé sur des réhabilitations d'hôpitaux, de lieux aussi qui sont importants dans, pour la santé des gens au final. Donc, cette architecture aussi, elle a un rôle dans cet aspect sur la santé, justement, et qui n'est pas souvent mis en évidence, qui est très peu mis en valeur, et qui serait aussi, enfin, voilà, un atout et quelque chose à montrer davantage via le patrimoine et ces questions de bioclimatisme qu'il nous offre, que aussi c'est un mieux vivre, c'est un confort, mais aussi c'est une meilleure santé, et ce qui a aussi une vraie valeur, une grande, grande valeur ajoutée, donc qui est extrêmement importante à déployer. Et alors du coup, c'est le moment en effet, parce que évidemment moi j'ai plein de questions, mais je vais me taire. Je vais laisser évidemment les questions à l'audience. Alors, il y avait une première question justement, alors, de monsieur ou madame, je ne sais pas, Arnoux. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole justement pour poser votre question qui fait vraiment le lien avec l'ensemble des présentations que l'on a eues, puisque c'est vraiment de l'utilisation de l'architecture intelligente, justement, que montre notre patrimoine et comment, au final, on arrive ou pas en fonction de la normalisation et justement des restrictions à l'appliquer aussi aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, volontiers. Très bien. Merci et bonjour à tous. Donc moi, je suis une ancienne adhérente de l'ICOMOS. Donc les questions que je posais étaient, nos anciens avaient tout compris. Je pense qu'ils étaient maîtres en la matière et savaient très très bien domestiquer le climat, si l'on peut dire. Par contre, aujourd'hui, quand on veut, par exemple, restaurer des maisons anciennes dans les villages ou certains édifices, on se heurte à deux écueils. D'une part, les normes qui ne sont pas étudiées dans l'idée de favoriser la préservation du patrimoine, mais plutôt par rapport à des calculs d'ingénieurs, excusez-moi pour le dernier intervenant, qui visent des économies d'énergie, etc. Moi, j'ai fait récemment l'expérience de la construction d'une maison nouvelle et j'ai failli devenir folle avec des histoires complètement contre-productives, vraiment. Et puis, le deuxième point, c'est que parfois, les ABF notamment, ont une interprétation presque abusive, enfin du moins très rigoriste, de la préservation de l'ancien et qu'il est impossible de faire des adaptations qui permettent de concilier le savoir-faire et les techniques anciennes et l'idéologie nouvelle, si je puis l'exprimer comme ceci. Donc je souhaiterais savoir ce que nos quatre intervenants pensent de cela et quelles solutions éventuelles dans les approches que l'on peut avoir aujourd'hui, notamment au niveau des administrations qui pondent entre guillemets les normes. Alors là, je suis très à l'aise pour le dire puisque je suis ancienne haut fonctionnaire du ministère ex-développement durable. Donc, quelles solutions penserait-il pouvoir mettre en œuvre pour mettre un petit peu un frein, parce que je n'ose pas dire un terme, à ces errements? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, souhaite répondre? Alors, Julien, peut-être en premier, l'ingénieur, met en œuvre, justement, comme quoi c'est possible aussi de le faire, justement. Oui, je trouve, oui, je pense que c'est quand même ça qu'il faut retenir. On connaît tous, enfin,
je veux dire, le poids normatif français, voilà, on est assez champion. Il y a même des crispations qui reviennent des fois liées à des opérations. Il y a des sujets sur la sécurité incendie récemment qui s'opposent un peu au souhait du gouvernement de massifier la filière bois et biosourcé. C'est pas nouveau, hein, ces souhaits de massification. On a des textes, des élans qui datent d'environ 2010 et même avant. Bon, et voilà, il y a des choses à résoudre à la croisée de tous les chemins. Il faut qu'on réapprenne un peu à dialoguer. Je trouve vraiment qu'on arrive à déverrouiller les sujets dans la qualité de dialogue, donc que les gens se comprennent, sachent se parler et qu'on fasse l'effort du temps nécessaire pour trouver le terrain le commun, la satisfaisante réponse au croisement des différents enjeux. Euh, je pense quand même, enfin, ce que j'ai choisi un peu comme panel de projets là, j'avais quand même envie de montrer que, comme vous vous en doutez bien, ce sont strictement que des opérations où on a eu affaire assez importante pour la plupart à tout l'aéropage de justificatifs à produire et de dialogue avec le contrôle technique, les pompiers, etc. Et elles ont été portées à terme. Donc, on a dû des fois aller chercher des personnes ressources. On a dû parfois aller nous aider, augmenter notre compétence en allant chercher quelqu'un du laboratoire Cratère ou de Amaco pour la Terre, arriver à voir si vraiment on pouvait, on avait la possibilité de faire du pisé porteur. Est-ce que du pisé est faisable en zone sismique? Est-ce que, etc. Toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a une contre-indication entre la botte de paille isolante et une zone sismique? Évidemment, absolument pas, mais on a quand même perdu des concours parfois avec ce genre d'excuses fallacieuses. Donc, il y a encore beaucoup de formations à faire et je trouve qu'on déverrouille les choses. Quant à la réglementation énergétique, je trouve quand même, enfin, notre parcours à nous, c'est que la RE 2020 a corrigé quand même des dysfonctionnements assez graves de la RT 2012, la précédente, en particulier sur le confort d'été, et que si on prend l'effort de saisir les choses correctement, on peut quand même ne pas laisser le moteur de calcul nous empêcher de faire ce qu'on veut en matérialité et en système de chauffage de production de CS. Nous, personnellement, on se bat, on est très obligé d'être tout à fait réglementaire, mais on se bat pour pas subir le moteur de calcul. Tout à fait, comme quoi, mais alors, il y avait, et peut-être que, je sais pas si, alors attends, avant de passer la parole à Gilles Aglav, je le vois bien, mais peut-être à Antoine sur l'aspect normalisation, parce qu'il y a tout un travail quand même qui se fait aussi sur la normalisation en cours, donc il y a quand même des choses qui se déroulent en parallèle. Je sais pas si Oui, il y a plusieurs groupes de travail et l'une des solutions, c'est justement de participer à ces groupes de travail, de les accompagner. Donc, on a des groupes de travail sur les normes et le patrimoine au sens large et à l'échelle urbaine et à l'échelle du bâtiment. Et ces groupes de travail, on participe, donc personnellement, j'y suis, mais on n'est pas le seul. On est plusieurs architectes du patrimoine ou membres également de l'administration, des architectes des bâtiments de France et des fonctionnaires de l'État qui participent à ces groupes, soit de l'AFNOR, soit à un groupe de réflexion, des groupes de réflexion encadrés par le ministère de la Culture sur justement ces évolutions. Donc, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait des réponses adaptées aux bâtis anciens, aux caractéristiques des matériaux anciens, puisqu'une grande partie de la déréglementation, et vous l'avez cité, est due au fait qu'elle est calquée pour la construction neuve, sur la construction neuve. On a également un travail sur ces notions de perméabilité, d'inertie des matériaux, sur le fait que pour requalifier un bâtiment ancien, il faut souvent l'instrumenter, l'analyser pour bien appréhender le climat intérieur. Je pense que dans nombreux de nos monuments historiques, on pose des capteurs thermiques et hygrothermiques avec un suivi sur une année pour vérifier ce qu'il en est réellement des déperditions, ce qu'il en est réellement des éléments de confort et
optimiser la solution des solutions intelligentes, des solutions écologiques, c'est-à-dire prendre en compte plutôt le bilan écologique d'une opération que seulement ses performances thermiques. Et là, on revient sur les techniques de travaux que proposait Julien, dont le bilan écologique est nettement plus positif. Alors, on a fait également dans un cas particulier une analyse de cycle de vie dans un programme immobilier de restauration dans un secteur sauvegardé, dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur, où on a démontré que ces solutions écologiques, elles reviennent à des réflexions de bon sens, à utiliser des matériaux de proximité, utiliser une main-d'œuvre locale, qualifier la main-d'œuvre, en termes d'isolation, savoir se protéger, effectivement limiter les déperditions, mais également limiter l'impact du soleil l'été, trouver des solutions qui permettent de mutualiser les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude, les traiter à l'échelle de l'îlot ou d'un programme immobilier plutôt que de manière individuelle, travailler également en basse température et non pas, voilà. Il y a toute une série de pistes comme ça qui sont assez évidentes, savoir réutiliser, réemployer les matériaux anciens et en tirer parti, bien qualifier leurs caractéristiques. Alors c'est vrai que ce sont des études qui demandent, on a besoin des ingénieurs, on a besoin d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur ces sujets. C'est pas seulement l'architecte ni l'artisan qui fera le travail, c'est un groupe avec de la réflexion. Et je crois que les exemples qu'ont montré Julien le démontrent. Je ne veux pas être trop bavard. Pardon. Non, mais parfait, Antoine, c'est très complémentaire. Alors, Gilles, si vous voulez poser une question ou compléter, mais de manière concise, parce qu'on a Oui, d'autres questions. non, Et voilà. simplement pour rebondir sur le problème de la norme, ça a été l'objet d'ailleurs du débat des journées juridiques du patrimoine avec un intitulé assez provocateur, le patrimoine survivra-t-il aux normes? Alors il faut peut-être rappeler que les normes peuvent échapper, on va dire, enfin le patrimoine peut échapper à la dictature de la norme. L'exemple, c'est les DTU. Il faut quand même le dire. On en parle beaucoup de façon d'ailleurs compulsive des normes, sans trop savoir exactement de quoi on parle. Il y a une sorte de peur à partir du moment où on parle de normalisation. Le patrimoine est dans le domaine de l'exceptionnel, donc déjà on est hors norme. Et depuis 2008, et grâce à l'action de notre association, il y a un avant-propos dans tous les DTU qui précise que pour des bâtiments à caractère patrimonial, ceux qui nous intéressent, qui sont construits avec des techniques anciennes, les DTU ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire qu'on déroge à la règle. Donc ça, il faut le savoir. Et si vous ne le savez pas, bien je le rappelle, c'est important. Et en particulier, tout à l'heure, vous aviez dans une diapo présenté la réalisation d'un enduit à la chaux en 3 passes. Et ça, c'est le DTU 26.1 concernant les enduits, qui dit qu'on doit faire un GOPTI, un corps de l'enduit et une couche de finition. Eh bien, dans un enduit ancien, on peut échapper, on va dire, à cette rigueur en fonction des règles de l'art, en fonction du support, en fonction des cas d'espèce. On peut effectivement faire un enduit en 1 passe ou en 2 passes éventuellement, et on n'est pas hors la loi. Donc je le précise parce que on parle beaucoup des normes comme si c'était quelque chose qui était, on va dire, applicable de façon aveugle, ce qui est loin d'être le cas. Et aujourd'hui, on travaille avec les politiques qui ont possibilité de faire évoluer les règlements et en particulier les textes législatifs. Et on a travaillé sur le code de la construction et de l'habitation avec un dépôt de loi qui a été sur le site du Sénat. Vous pouvez le trouver rapidement. Il est frais puisqu'il date du 8 octobre dernier pour faire entrer dans la rédaction du code de l'habitat et de la construction avec le bon vocabulaire, ce qui fait appel à la logique des bâtiments anciens. Parce qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire, on ne parle pas du tout du bâti ancien, on ne parle pas du tout de ses savoir-faire spécifiques. Et donc, il faut que la loi le mentionne, puisque ça existe. Et aujourd'hui, c'est quand même plus de 10 millions de logements qu'il faut traiter. Et malheureusement, ils sont maltraités parce qu'il n'y a pas la culture qui va avec. Et nous travaillons pour que cette culture rentre dans les textes de loi et que les normes évoluent à chaque fois que nécessaire pour faire que le patrimoine soit protégé et non pas maltraité comme il est aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cette normalisation qui n'est pas aveuglément applicable quand on est dans le cadre du bâti ancien. Alors, vous avez tout à fait raison, Gilles, parce qu'en plus, une norme n'est pas obligatoire, donc c'est une recommandation. Donc, il y a très peu de normes qui sont rendues obligatoires.
Mais une norme, normalement, est plutôt des règles à suivre et des règles de travail en fait, en commun, mais pas forcément. Ça n'a pas effectif en loi en soi-même. Et comme quoi, vous montrez très bien qu'en participant au groupe aussi et aux activités qui se déploient au sein des ministères, il y a des choses qui se développent, donc tout n'est pas figé et les choses évoluent et dans le bon sens. Donc, c'est ça qui est plutôt positif, même si on trouve que ça évolue plus lentement que ça le devrait, mais au final, c'est aussi en participant et en étant actif que les choses évoluent et que ce vocabulaire évolue. Alors, il y avait eu un commentaire aussi, et je retombe dessus parce, justement sur si on pensait que ces pratiques qu'on montrait ce soir n'étaient pas assez, étaient déjà mises en application dans l'architecture contemporaine, à notre avis, très peu, justement, et pas assez. Et c'est bien pour cela qu'on insiste pour les faire valoir, justement, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et que l'idée de cette soirée, évidemment, mais du travail du groupe aussi au sein d'ICOMOS, c'est de faire valoir vraiment ces techniques, ces savoir-faire, pour pouvoir, évidemment, les diffuser, les enseigner. Ils sont peu enseignés aussi dans les formations et les mettre du coup en application. Alors évidemment, après, il faut pouvoir les mettre en application et travailler sur tout ce qu'on vient de dire en parallèle, qui est l'applicabilité aussi de ces solutions. Mais c'est un travail qui se fait en parallèle et il faut aussi les faire valoir pour mieux sauver notre patrimoine et mieux le conserver, mais aussi pour transmettre des techniques qui sont applicables aussi aujourd'hui, pas forcément dans leur entièreté, mais souvent on peut prendre justement le meilleur de chaque technique au final pour en créer une nouvelle et aller vers l'innovation. C'est vraiment ce qui sous-tend derrière tout ce travail-là. D'où pour la diffusion à une plus grande échelle, ce qui est demandé aussi, un travail qu'on souhaite faire, qui est la création. C'est vraiment en lien avec tout le travail qui a été montré aujourd'hui sur un atlas de cette architecture pour avoir le même vocabulaire aussi, dont vous parliez aussi, mais un vocabulaire technique, mais montrer toutes ces possibilités qui peuvent être aussi bien des possibilités de ventilation et de ventilation naturelle, mais de techniques de matériaux biosourcés et de matériaux locaux, qui peuvent être aussi, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais de couvrants aussi, de couvertures, qui sont aussi un aspect technique qu'apporte l'architecture qui peut apporter des solutions, du rôle du paysage et de l'implantation. Donc tout ceci, nous le souhaiterions en effet arriver à le synthétiser dans un ouvrage, dans une publication pour importer à connaissance et surtout pour aider à la diffusion et à l'enseignement de ces techniques. Alors, il y a une question aussi que je vois de Joël André pour Colline. Alors, je ne sais pas s'il souhaite la poser lui-même. Et puis après, on va devoir peut-être, parce que tout le monde a beaucoup de choses à faire le soir aussi. Je vois que. Donc, Bon, oui. elle peut lire et répondre, hein, je pense. Ah, d'accord. Alors, je Pour vais nous lire, répondre je à vais tout lire la temps. question. Pas de souci. Donc, je vais lire la question qui est pour Colline. Quoi faire pour susciter des mémoires et des thèses autour de l'inventaire du patrimoine traditionnel que vous avez qualifié de trop timide dans votre exposé, dans le fief des chercheurs, je pense, étudiants, architectes et professionnels du patrimoine culturel. Donc, comment solliciter plus d'intérêt sur ces recherches plutôt d'archives? Ce n'est pas une question facile. Alors merci pour cette question. Je trouve en effet que c'est important d'essayer de valoriser davantage ces sujets-là et je pense que ça peut passer par plusieurs choses. Par exemple, décloisonner un petit peu les domaines d'études. Moi, je suis historienne de l'art et à l'école du Louvre, on nous fait bien comprendre que l'histoire de l'art, c'est pas la même chose que l'architecture, que nous, on traite voilà, de l'histoire et du patrimoine et que les architectes sont vraiment centrés sur le bâti. Donc, je trouve ça intéressant peut-être de décloisonner un petit peu et de faire plus de ponts entre l'histoire de l'art et l'architecture. C'était l'objectif de mon groupe de recherche architecture, c'était patrimoine architectural et paysager. Et l'idée est de faire des liens, d'où ce lien avec ICOMOS qui m'a aidé dans la rédaction de ces mémoires. Je pense aussi que ça doit avoir plus de place dans l'enseignement. Par exemple, moi, en histoire de l'art, j'ai peu de cours sur l'architecture, donc on nous en parle très peu. Et ça pourrait même donner lieu à la création de masters spécialisés dans l'architecture bioclimatique.
ça se fait un petit peu, ça commence à venir, par exemple, à La Réunion. Il y a un master qui a été ouvert spécifique sur l'architecture bioclimatique. Donc, je pense que ça doit passer par l'enseignement, ça doit passer aussi peut-être par rendre ces sujets plus accessibles parce que souvent, ça, moi-même, quand j'ai découvert le sujet, ça fait peur. Il y a un côté très scientifique, très technique, et peut-être essayer de vulgariser ce sujet un peu plus, d'avoir une pédagogie dans la transmission qui permette à d'autres de s'en saisir et d'essayer de créer cette pluridisciplinarité dont on parlait. Je pense même, par exemple, à l'anthropologie, de faire entrer aussi cette question de l'architecture bioclimatique dans l'anthropologie et qui est plus voilà, de réunion de ces différents domaines, de ces différents savoirs. Je pense que c'est déjà une bonne piste et donc de valoriser plusieurs acteurs qui travaillent déjà sur ce sujet. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Exactement, mais c'est un vrai sujet et ça fait bon, c'est vrai que c'est le sujet de la formation et de la transmission aussi des savoirs, mais dans les lieux de formation et on avait été beaucoup en contact, il y a tout un travail justement sur l'identification de ces différentes formations qui a été réalisé aussi au ministère de la Culture. Récemment, donc d'une réunion du groupe, justement, Climat et Patrimoine, a travaillé sur la formation donc, et sur l'intérêt des formations dans ce domaine. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'on poursuivra et peut-être aussi dans un moment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai sujet, comment transmettre aussi et l'intégrer dans les formations existantes, notamment dans le réseau des éco-ENSA aussi, auquel on s'était intéressé. Et du coup, pour parler des thèses, juste typiquement, ce sujet-là pourrait être un sujet de thèse. Alors, Pauline ne voulait pas faire de thèse. Donc voilà. Mais, mais, typiquement, c'est le ministère de la Culture offre des bourses de thèse en architecture, justement, et c'est des choses sur lesquelles on peut se positionner aussi pour défendre ce genre de sujet et trouver les financements, en effet, pour réaliser ces études en définissant un périmètre. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'idée dans laquelle on s'était inscrite et de pouvoir continuer ces- 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 cette partie. Alors, je vais prendre l'intervention d'Andreas Crevette et puis après, je pense qu'il va falloir un peu conclure parce qu'il va être 8h30. On a largement dépassé et je vois que notre jauge diminue parce que les gens, tout le monde va à ses occupations du soir, ce qui est normal. Donc, Andreas, d'abord, je suis heureuse de te voir. Ça fait un bout de temps. Euh, oui, tout à fait. Alors moi, si je m'excuse, c'est plus des remarques que des questions. Tout d'abord, ben, Julien, vous m'avez rassuré parce que à la fin, vous avez montré du pisé à l'intérieur. Quand on parle de bioclimatique, on a ces derniers temps une tendance à faire du pisé extérieur qui, dans nos climats, n'est pas très adapté, qui ne sert pas tellement d'inertie. C'est un peu comme avoir un thermos et mettre le café à l'extérieur. Je m'excuse de faire simple, hein, mais voilà. La deuxième chose, par rapport à la construction en terre, à laquelle je souhaiterais quand même un petit peu insister, c'est qu'on a pas mal, on continue à mélanger de la terre stabilisée et de la vraie terre crue. Donc j'aimerais juste insister sur ça, c'est que dans le bâtiment, il y a beaucoup plus d'énergie utilisée pour cuire des matériaux, que ce soit le ciment ou la chaux, ou même le plâtre, où on peut avoir des alternatives avec de la terre crue. Donc, c'est pas que des gros murs, c'est déjà des enduits simplement. Et l'autre fait est que, donc voilà, la cuisson, c'est beaucoup plus que le transport. Et tant que la filière terre n'est pas, tant qu'il n'y a pas autant de centrales à béton que de centrales à terre, il faut un petit peu arrêter de nous dire que ça a fait 15 kilomètres. C'est bien, c'est très très bien, tant mieux si on peut. Mais voilà, j'aimerais insister aussi sur cette question-là. C'est que et la frugalité, ben, ça a été cité. Donc la frugalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bon matériau au bon endroit. Et ça veut dire que à l'intérieur, a priori, il ne pleut pas. Et pourquoi utiliser des matériaux cuits à l'intérieur? Voilà, ça revient. C'est des choses qu'on a appris du patrimoine, hein. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Et dans le patrimoine, il n'y a quasiment pas
de terre stabilisée, à part ce qu'on appelle le pilier militaire en Espagne, etc. Mais à l'origine, ça n'existe pas. Et la réversibilité, la réutilisation du matériau, ce qui est la même chose pour tout ce qui est géobiosourcé. Là aussi, les réglementations doivent changer, surtout les analyses de cycle de vie sont souvent très négatives par rapport à la fin de vie des matériaux. Donc là, faut que les choses bougent. Merci. Merci, Andrea, alors, tout à fait. Et alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, donc je ne vais pas commenter et à rajouter quelque chose, mais pour rebondir aussi sur le matériau, il y a cette histoire de matériaux et d'utilisation du matériau, mais on a vu aussi que c'était pas uniquement la technique et le matériau, et c'est pour ça que je me permets de rebondir sur un des commentaires qui est aussi celui de s'intéresser à la forme, à l'architecture elle-même aussi, au concept d'habiter et de le remettre dans son contexte urbain et paysager aussi. Alors c'est vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début, hein, que justement, et c'est vraiment la volonté aussi de ce travail-là, c'est de ne pas travailler uniquement sur des matériaux, mais aussi de travailler sur un ensemble d'échelles. Et c'est cet ensemble d'échelles, au final, qui peut nous apporter des solutions. C'est pas de regarder que est-ce que je travaille en terre, même si je défends la terre, hein, bien sûr, qui est stabilisée souvent dans beaucoup de régions. Elle est stabilisée avec des biopolymères, d'ailleurs, donc elle est stabilisée naturellement, mais c'est une forme de stabilisation. Donc, elle est modifiée de manière traditionnelle aussi Oui, mais et ce n'est pas biosourcée. irréversible. Excuse-moi, mais ce n'est pas irréversible. Mais ce n'est pas irréversible. Non, ouais, tout à fait. Avec Voilà. le ciment, c'est irréversible. Elle Pardon, est tout à fait. excuse. Donc voilà, c'est vraiment de travailler à l'ensemble de ces échelles. Natacha, Oui, oui. Et je voulais parler au nom de et puis l'école on de Chaillot un synthétise. peu. D'abord pour vous remercier pour cette magnifique conférence là aujourd'hui à tous. Et je vois, enfin, merci beaucoup Nabil d'avoir participé. Je vois aussi Faisal Charadi qui est en ligne attends, qui est-ce que j'ai vu encore? Encore un de nos professeurs et je vois aussi de nos étudiants aussi qui sont au Maroc et qui se sont connectés. J'espère qu'ils vont utiliser tous ces savoirs dans leur futur PFE. C'est très bien comme ça. Et Abdel Ghani, je crois. Non, qui est-ce qui était... voilà, donc je vous souhaite vraiment une bonne soirée. C'était merveilleux. Merci beaucoup, Natacha Bessa. Du coup, ça Vous m'aide avez à parlé de terminer. la formation, alors j'espère que ça va Ah, continuer. mais oui, oui, on en parlera, je pense, inévitablement hein, de la formation, parce que justement, il faut intégrer tous ces savoirs à un moment donné, justement, dans la formation. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, hein, c'est vraiment la connaissance, la mise en pratique, et puis évidemment le retour en formation pour éduquer non seulement les jeunes aussi, mais aussi les experts aussi actuels qui sont déjà sur le terrain et déjà en expertise et Parce que déjà, petit à petit, ça commence à rentrer dans les bien sûr. formations. Au Maroc, il y est déjà, voilà la preuve. Et à l'école de Chaillot, pareil, avec les matériaux biosourcés Voilà, qui donc on vont va arriver s'ouvrir. à la Voilà. généraliser. On parlait des éco-ENSA aussi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets aussi. Alors, il y a le sujet de la formation, et c'est pour ça que je voudrais un tout petit peu synthétiser. Il y a le sujet de l'eau aussi qu'on a vu autour et de l'utilisation de l'eau dans ce patrimoine aussi c'est une vraie question, hein, puisque alors l'eau est une ressource aussi. L'eau est utilisée pour un rafraîchissement et on l'a vu dans certaines techniques aussi. Mais l'eau est utilisée dans le matériau terre aussi, mais l'eau est une ressource qui va devenir rare. Donc, il y a aussi cette question aussi de ces ressources qui, au final, gérer aussi les ressources et les ressources naturelles et comment l'intégrer aussi justement dans cette idée de conserver, de conservation du patrimoine et de valorisation de ces savoir-faire aussi, qui contiennent aussi ces savoir-faire autour des réseaux hydrauliques et de l'eau. Donc c'est un sujet aussi, il y avait le sujet de la santé aussi qu'on a vu aussi à travers de l'impact de la santé
vis-à-vis du bioclimatisme. Donc, tout ceci nous amène vraisemblablement, et puis la formation, à un ICO-moment peut-être deux, hein, à une autre séquence. Et à ce moment-là, on a beaucoup vu le chaud, hein, il y a d'autres climats, hein, il y a aussi se protéger de la pluie, des pluies intenses, des inondations, se protéger du froid, des vents. Donc, de l'humidité aussi, qui est un vrai facteur important pour le confort, dont on a parlé aussi, mais l'humidité a un vrai rôle. Alors, on y joue par la ventilation, mais il y a peut-être aussi d'autres moyens. Donc, il y a un vrai... Ah oui, merci, vous commencez à m'interrompre pendant ma synthèse. Je ne vais pas y arriver. Excusez-moi, pour l'eau, vous avez parlé à l'instant de ce problème de l'eau. Il y a aussi les conflits d'usage. Et c'est peut-être quelque chose à quoi nous devrions réfléchir également. Alors, Merci. ça tombe très bien. On en a parlé, je pense, cet après-midi d'ailleurs. Donc, il y a l'eau est un vrai sujet. Donc, je ne sais pas si Anne-Laure Monniot est toujours avec nous, mais en effet, voilà, il y aura un moment sur les usages aussi, et les conflits d'usage autour de l'eau. C'est un vrai débat. Donc, on a peut-être trouvé notre notre suivant. Le but étant aussi de valoriser ces moments et d'arriver à des publications, donc peut-être voilà, d'arriver à un pendant et une deuxième session pour arriver à publier ces travaux. On a parlé aussi de rénovation et de rénovation au final d'architecture intelligente, donc on pourrait parler de rénovation intelligente aussi et de rénovation en se servant justement de cette culture, de ce que le patrimoine nous a montré, donc des matériaux biosourcés, des techniques d'énergie passive. Julien nous l'a montré aussi, donc il pourrait peut-être aussi y avoir un développement, et toutes ces questions aussi de normalisation, mais un développement sur les problèmes de rénovation et de rénovation intelligente. Donc, donc, ça fait beaucoup de sujets encore à développer. Donc, moi, j'aimerais bien vous inviter aussi tous à pouvoir donner votre avis et puis sur cette soirée, bien sûr, et si vous avez d'autres questions, mais sur les points que vous aimeriez vous développer davantage à travers les discussions qu'on a déjà eues. Et si vous souhaitez voilà, insister sur un point, développer une session en particulier, et dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter directement au sein d'ICOMOS France. Donc, Antoine, si tu veux vite. Non, moi je voulais remercier. juste dire un mot, c'est que on parle de l'eau, on parle du vent, on parle du climat, on parle du soleil. En fait, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte dans la conception. Cette approche bioclimatique, elle est holistique, elle prend tous les éléments naturels et le comporte l'eau en tant que précipitation, l'eau en tant que ressource, dans sa perméabilité, dans la perméabilité des matériaux, l'eau en tant que dans son usage quotidien. Donc tout ça, l'idée de cette approche bioclimatique, c'est vraiment d'avoir une lecture d'ensemble. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à séquencer, mais il ne faut pas perdre la notion du groupe, la notion de l'ensemble. Mais par Donc, contre, il y a peut-être l'eau est toujours importante dans l'architecture bioclimatique, c'est sûr, mais par contre, il y a d'autres problématiques autour de l'eau qui ne sont pas forcément prises seulement de l'architecture. Donc, oui, c'est oui, pour ça de prendre le thème de l'eau, on rebondit forcément sur l'architecture bioclimatique, c'est sûr, mais aussi peut-être sur d'autres problématiques dont on avait parlé, dont on avait parlé autour justement de la végétalisation, des risques d'inondation, voilà, du partage de l'eau, etc. Donc, il y a énormément de sujets autour de ceci. En tout cas, je vous remercie vivement, et surtout, je tiens à remercier les intervenants, bien sûr, de leur participation, des échanges que nous avons eus en amont et ce soir, et puis et pour toutes leurs interventions et leurs présentations. Et également, surtout, le bureau et le secrétariat d'ICOMOS France, en particulier Chloé Mirous, qui a tout organisé, vous a contacté, les intervenants, en tout cas, préparé toutes les documentations et cette soirée. Et puis Isabelle Palmy, bien sûr, et Margot Renard, donc, qui ont largement œuvré aussi à ce que cette soirée se déroule très bien et avec une grande participation autour d'une très bonne communication qui a été réalisée autour de cette soirée. Donc, merci beaucoup, et puis surtout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Et nous espérons vous revoir très nombreux l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous, à Un bientôt. très grand merci pour la pédagogie, l'initiative, la richesse des interventions. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée, merci beaucoup. C'est combien? Au revoir, Andreas. Merci.